et tes premières années pour comprendre la vie que tu as menée, ce parcours que tu as suivi et la personne que tu es devenue? Eh bien, j'ai grandi ici à Los Angeles, pas loin d'où nous sommes, dans un quartier appelé Baldwin Hills, puis nous avons déménagé dans un autre quartier. J'ai eu une enfance très agréable, dans une famille très bourgeoise. Mon père a été vendeur toute sa vie. Il a travaillé pour la même entreprise pendant 40 ans. Il vendait juste des fournitures chimiques. Et, tu sais, mes parents m'ont un peu laissé seul souvent. En gros, c'est ma sœur qui m'a presque élevé en quelque sorte. Et, tu sais, j'ai eu une enfance très agréable, un peu laissée de côté, un peu introvertie. Les livres m'ont façonné. Je suis devenu un lecteur avide très jeune. Je savais que je serais auteur. Je suis malheureusement tombé dans la drogue au lycée. Parce que c'était l'époque où j'allais à l'école et au collège. J'ai eu de super expériences. Je repense avec tendresse à mes expériences de drogue, même si elles sont devenues déprimantes après un certain temps. Mais ça m'a un peu façonné d'une certaine manière. Et tu sais, c'était moi en grandissant, tu sais, et j'avais une attitude ou une perspective où je regardais les gens de loin, comme si j'étais toujours un peu obsédé par les gens qui portaient des masques et la façon dont je le voyais, même quand je regardais mes parents et leurs amis, et je me disais, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière les masques qu'ils portent et toutes les politesses sociales en cours? Que se cache-t-il derrière? Quel est vraiment l'animal humain? Ce sont en quelque sorte les thèmes qui ont beaucoup compté pour moi en grandissant. D'après ce que j'ai lu, tu as eu beaucoup de métiers différents dans de nombreuses industries jusqu'au moment où tu as écrit le premier de tes nombreux livres intitulé Les 48 lois du pouvoir en 1998. Et je regardais tous ces différents emplois que tu avais eus et ils semblaient tous être complètement différents les uns des autres. Donc, essayez de comprendre comment tu es arrivé à un moment où tu as ensuite écrit un livre sur le sujet et la thématique du pouvoir. N'ayant pas été, tu sais, diplômé en psychologie ou apparemment travailler dans une industrie liée à la psychologie humaine me semblait vraiment particulier. Oui. Et aussi, je n'avais jamais vraiment eu beaucoup de pouvoir jusqu'à ce moment-là. Donc ce n'était pas comme si je savais tout sur le fait d'être un leader ou quoi que ce soit. Tu sais, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie sont un peu par coïncidence ou par sérendipité. Tu ne les planifies pas forcément, ce qui fait que, quand tu y repenses, tu peux voir une sorte de plan étrange se dessiner comme une destinée ou un destin. Je ne l'ai pas ressenti. J'ai eu tous ces différents emplois, comme tu l'as mentionné, certains complètement sans rapport. J'ai travaillé dans la construction, j'avais un emploi dans la construction. J'ai bossé dans une agence de détective. J'étais guide touristique pour aider à écrire une encyclopédie. J'ai enseigné l'anglais en Espagne. Tu sais, encore et encore. Mais je cherchais. Je voulais être écrivain et un auteur a besoin d'expérience. J'avais juste faim d'expériences étranges. Tu sais, je n'ai jamais vraiment tenu à un seul boulot. Et quand tu arrives à 37, 38 ans, tu sais, mes parents commencent à s'inquiéter pour moi. Je commence à m'inquiéter. Je deviens déprimé, j'ai même des pensées suicidaires. Genre, je suis très ambitieux. Je sais que je pourrais bien faire quelque chose, mais ça n'a jamais pris forme. Et voici donc la partie sérendipité. Je suis en Italie pour un travail, un de mes 80 différents travaux, et je rencontre un homme qui est emballeur de livres pour ce travail particulier que nous faisons. Et c'est un Néerlandais. Je ne vais pas l'imiter, mais il m'a demandé si j'avais des idées pour un livre. Et soudain, toutes les expériences douloureuses de ma vie à Hollywood, tous les connards pour qui j'ai travaillé, toutes ces intrigues bizarres, tous les jeux manipulateurs, toutes les conneries que j'avais vues, c'est comme si tout ressortait de moi, presque en vomissant. Et j'ai dit, tu sais, nous y voilà, c'était le XXe siècle à l'époque. À la fin du XXe siècle, et les gens ne s'habillent pas comme à l'époque de Machiavel, n'est-ce pas? Ils ne portent pas de perruques et tout ça, mais c'est la même foutue chose. Ce sont les mêmes foutues batailles, les mêmes manipulations, le même genre de... Tu sais, les gens ne révèlent pas qui ils sont. Et c'est un jeu de pouvoir intemporel, tout comme Louis XIV ou Cesare Borgia ou les PDG de la fin du XXe siècle. C'est ce truc intemporel. Et pendant que je lui dis ça, ses yeux sont comme « Waouh, ça pourrait vraiment être un livre !» Et tu sais, il a dit « Écoute Robert, je te paierai pour vivre pendant que tu écris la moitié du livre et ensuite nous le vendrons. » Et comme je te l'ai dit avant, j'étais désespéré, c'était mon moment
devenir riche ou mourir en essayant. Je suis retourné à Los Angeles, j'ai emprunté de l'argent à mes parents parce que j'étais si pauvre et j'ai écrit un traitement et il a adoré. Et puis le reste appartient à l'histoire. C'est un peu ma réponse longue à ta question. C'est tellement intéressant, c'est fou comme dans la vie, les choses peuvent prendre un tel tournant à partir de rien et on ne sait jamais ce que ça va être. Et je veux dire, tu dis que le reste appartient à l'histoire. Donne-moi une idée du succès de ce livre, Les 48 lois du pouvoir, parce que je veux dire, je l'ai vu partout depuis aussi longtemps que je regarde des livres. Alors, donne-moi une idée du succès mondial de ce livre. Quantifié? Oui. Eh bien, ici aux États-Unis, il s'est vendu à un peu plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est génial. Le truc bizarre, c'est que ça se vend maintenant plus que jamais. En d'autres termes, le pourcentage de livres que nous vendons ici, en 2023, est plus grand que n'importe quelle période précédente. Donc ça accélère, ce qui est dingue. Tu sais, et même mon éditeur anglais me dit la même chose. Donc ça s'est un peu accumulé. Ça a commencé un peu lentement. Je veux dire, on a eu de la presse, mais c'est devenu un genre de truc culte. J'ai eu très peu de publicité dans les médias grand public, qui étaient très importants à l'époque. Ils ne le sont plus maintenant, Dieu merci. C'était le bouche à oreille. C'est comme, tu as entendu parler de ce livre? C'est un peu sombre, blablabla, blablabla. Ça a été diffusé dans quelques émissions de télévision. Il y avait cette émission, une télé-réalité, avec des boxeurs, je crois qu'elle s'appelait The Contender, dans laquelle le finaliste a brandi un exemplaire du livre et a dit « Ce livre m'a aidé à arriver là où je suis maintenant. » Et ça s'est vendu comme des petits pains. Ça a pénétré la scène hip-hop. Tu sais, Jay-Z a été la première personne que j'ai jamais vue citer le livre dans une interview imprimée et dans Playboy. Et puis, tu sais, 50 Cent et tout ça, et Drake et tous ces gens, ça l'a vraiment propulsé dans la stratosphère. Donc, c'est devenu petit à petit quelque chose de plus en plus grand. Et je n'avais aucune idée. Tu sais, je pensais que c'était un livre bizarre et qu'il pourrait avoir du succès, mais je n'avais aucune idée du voyage que j'allais commencer. C'est bizarre. Ce voyage d'écrire ce livre a-t-il... Tes sentiments envers le livre ont-ils évolué ou changé avec le temps? Parce que la société évolue, tu évolues en tant qu'individu, en tant qu'humain, tu apprends de nouvelles choses, tu mûris, et puis le livre est en quelque sorte figé dans le temps. Non. Ma philosophie de vie est de ne jamais regarder en arrière, ne rien regretter. C'est bon, je l'ai fait. Cela est arrivé à un moment particulier de ma vie et dans l'air du temps, et les choses ont un peu changé. Mais c'était un effort très sérieux pour essayer d'atteindre quelque chose d'intemporel. Maintenant, oui, il y a un côté sombre à cela, et peut-être que je suis passé à autre chose. Et honnêtement, quand j'ai écrit mon 4e livre, Maîtrise, j'étais un peu inquiet que les jeunes pensent que tout le jeu de la vie concerne la politique, la manipulation. Alors, j'ai écrit un livre pour un peu contrer cela, mais je pense que le livre est vrai et qu'il tient la route. Je pense que si je regarde le monde des affaires, ce qui se passe dans le monde des affaires, j'ai un peu compris, je pense que j'ai visé juste sur ce qui se passe, les dynamiques et le jeu de pouvoir. Tu sais, j'ai écrit un livre sur la nature humaine et l'idée est que nous avons été formés il y a des centaines de milliers d'années dans des circonstances particulières. Nos cerveaux sont câblés d'une certaine manière. Oui, nous sommes sophistiqués. Oui, nous avons Internet. Oui, je suis ici interviewé par toi sur un podcast. C'est assez fou, mais nous n'avons pas fondamentalement changé. Les mêmes émotions brutes d'envie, d'agressivité, tu sais, se préoccuper de notre statut, devoir nous déguiser et paraître comme si nous étions sains et aimants, que nous n'avons pas d'ombre, ce que nous avons tous. Rien n'a changé. Donc oui, je n'écrirai pas ce livre maintenant parce que je suis à un autre stade de ma vie et je comprends cela, mais je n'en ai aucunement honte. Je maintiens et je pense avoir touché quelque chose de réel. Quelle est, selon vous, la définition du pouvoir? Tu sais, c'est captivant quand tu parles des racines du pouvoir, mais au fond, qu'est-ce que le pouvoir? Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas, tu sais, Vladimir Poutine ou les présidents ou Biden ou toutes ces figures politiques et ces grands jeux. Le pouvoir est un sentiment, c'est une essence, c'est une émotion, c'est un besoin et un désir humain. Et vraiment, ce qu'est le pouvoir, c'est une compréhension de soi et la capacité de se contrôler. Donc, comme je vois,
J'aime le regarder non pas à travers le prisme de la politique des grandes puissances, mais en tant qu'être humain moyen ici aux États-Unis ou en Angleterre. Le sentiment que vous avez avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collègues, les personnes qui travaillent pour vous, la sensation que vous n'avez aucun contrôle, que vous ne pouvez pas les influencer avec vos idées, que vous ne pouvez pas les amener à, peut-être, adoucir certains de leurs comportements désagréables s'ils en ont, que vous ne pouvez pas les intéresser à vous aider avec un projet ou autre, est le sentiment le plus misérable qu'un être humain puisse avoir. Malcolm X avait une citation que j'adore qui est « Le pouvoir absolu corrompt, mais l'impuissance absolue corrompt encore plus ». Je le rate, mais c'était l'essentiel. Le sentiment d'impuissance est en réalité plus corrupteur que le sentiment d'avoir beaucoup de pouvoir. Cela rend les gens passifs-agressifs, à jouer toutes sortes de jeux bizarres, des jeux négatifs pour obtenir du pouvoir. Tu veux sentir que tu as un certain contrôle sur les événements de ta vie, sur les gens, sur ton avenir. Et pour moi, c'est ça le pouvoir, non? Et donc, une partie de cela implique ces jeux que j'ai mentionnés et une partie va au-delà des 48 lois du pouvoir que j'ai essayé d'indiquer dans mes autres livres. Mais c'est le sentiment de ne pas être impuissant dans ce monde. Je me souviens de mon entrée dans le monde du travail, tout juste diplômé de l'université, très naïf, avec tous ces idéaux et toutes ces choses que j'avais lues parce que j'avais étudié la littérature et les langues en me disant « mec, c'est bizarre, les gens jouent à toutes sortes de jeux. Je suis largué, j'ai fait des erreurs, j'ai été viré pour avoir été trop audacieux, pour avoir éclipsé le maître. » C'était douloureux, non? Et donc apprentissage, tu n'as pas besoin d'abuser de la perte de puissance. Je ne préconise pas d'écraser totalement votre ennemi. J'espère ne jamais avoir d'ennemi à écraser. Tu dois juste savoir ça pour ne pas être naïf ou stupide au travail et éviter mes erreurs. Tu t'épargnes la peine. Tu comprends la chose la plus fondamentale de la nature humaine. Les gens ont des égos. Même ton patron a un ego. Tu penses qu'il ou elle ne le fait pas parce qu'ils sont puissants. Ils sont encore plus insécures que les autres. Tu dois être conscient de ces choses pour ne pas les rendre involontairement mal à l'aise et en subir les conséquences. Donc voilà, je ne sais pas, c'est un peu mon idée de la puissance que j'essayais de décrire là. La façon dont tu le décris est plutôt une sorte de force intrinsèque. La perception de toi-même quand les gens pensent au pouvoir, ils pensent à avoir le contrôle sur les autres ou à leur influence sur les autres, mais tu l'as un peu transformé en une force interne. Eh bien, si tu ne peux pas te contrôler, tu auras beaucoup de problèmes dans ce monde, n'est-ce pas? Parce que quand tu es simplement toi-même en train de faire des choses, tu vas offenser des gens. On apprend tôt qu'on est sociaux. Je dois adapter mon comportement. Si tu continues à bavarder sur ce que tu ressens et penses, etc., et tu dis juste ce qui te passe par la tête, tu vas finir par avoir une carrière très très courte. Tu vas dire des choses qui vont offenser les gens. Tu vas te ridiculiser. Tu vas dire des choses que tu vas regretter, non? Tu manques de contrôle. Et si tu vois quelqu'un qui n'a aucun self-control, ça te fait paraître comme si tu n'étais pas puissant. Si tu ne peux pas te contrôler, comment peux-tu contrôler quoi que ce soit dans ton environnement? Comment peux-tu être un leader? Alors, tu dois apprendre certaines choses sur ta nature, sur qui tu es, et ne pas être n'importe qui. Tu dois aussi soigner ton apparence. Car pour le meilleur ou pour le pire, je crois en l'idée de regarder l'être humain sans honte ni embarras, tel que nous sommes, et les apparences comptent. C'est la part animale de notre nature. Nous regardons, nous jugeons les gens par leur apparence, leur façon de s'habiller, leur ton de voix, leur langage corporel, etc., etc. Dans un monde idéal, nous ne jugerions pas les gens sur leur apparence. Nous les jugerions par leur intérieur. Oui, je suis d'accord avec ça, mais nous ne sommes pas idéaux. Nous ne descendons pas des anges. Nous descendons des primates. Donc tu dois comprendre que les apparences comptent et cela fait partie du jeu et donc tu dois un peu contrôler tes apparences, tu dois les adapter, tu dois être un peu acteur dans ce monde encore et encore. Et tu sais, c'est des trucs qui,
Les gens n'aiment pas l'admettre à propos de nous-mêmes. Nous aimons penser que nous sommes bien plus idéalistes, que ces choses n'ont vraiment pas d'importance à la fin. Et j'aimerais que ce soit le cas, mais ce ne l'est pas. Et donc, je suis un peu plus réaliste quand il s'agit de choses comme ça. En parlant de cela, il faut maintenir les apparences dans une certaine mesure pour survivre et s'intégrer aux tribus que nous formons dans nos vies. Cela m'a fait penser à combien d'invités j'ai eu sur ce podcast qui travaillent peut-être dans l'industrie du divertissement ou d'autres industries. Oui, vous savez, ils sont célèbres, peu importe, et ils rapportent que maintenir les apparences a eu un impact vraiment préjudiciable sur leur bonheur et leur épanouissement dans la vie, parce que dans certains cas, vous savez, cela signifiait qu'ils faisaient un travail de présentateur et devaient toujours être heureux, alors qu'à l'intérieur, ils ne ressentaient pas cela, et peut-être que le contraste entre la réalité et la perception leur causait beaucoup de tort, où ils ont construit une vie autour de choses qui ne les intéressent pas. Tu as dit ça dans La Maîtrise. C'est la question que j'ai, qui est de sauver les apparences et l'impact que cela a sur ton bonheur. Portes-tu un masque et le bonheur? Quelle relation? J'en parle dans les 48 lois du pouvoir où il faut jouer ce jeu dans la vie. Pour moi, c'est une forme de sagesse c'est une sagesse qui existait comme au XVIIIe siècle. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué il y a de nombreuses années, intitulé « La chute de l'homme public » par Richard Sennett, dans lequel il décrivait la vie des cafés à Londres au XVIIIe siècle ou en France, et il disait qu'à l'époque, quand on entrait dans l'arène publique ou dans un café, on savait qu'on était un acteur, on quittait la maison, on mettait le masque et on s'amusait. Tu savais, c'était amusant, un jeu. Tu sais, quand tu es enfant, tu aimes jouer à des jeux, tu aimes te déguiser, tu aimes imiter tes parents ou un personnage que tu as vu à la télé. C'est dans la nature humaine. On aime jouer à ces jeux. Nous sommes rôlistes, acteurs. Et il disait qu'au XVIIIe siècle, c'était une évidence, que lorsque tu entrais dans le domaine public, tu savais que tu étais un acteur. Et puis, quand tu rentrais chez toi auprès de ta femme, ta famille, ou ton mari, ou peu importe, tu laissais tomber le masque. Tu poussais un profond soupir de soulagement et tu te disais « Maintenant, je peux être moi-même, non ?» Et ce n'était pas un problème. Ça n'a pas créé de névrose. Ça n'a pas créé ce genre de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je ne sais plus qui je suis. » Alors, les gens maintenant, le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas de distance par rapport à ce domaine social. Et donc, on pense que si on joue un rôle, c'est ce qu'on est. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que faire partie des animaux sociaux, c'est jouer un rôle. Tu sais, j'ai fait un livre avec 50 cents et il illustre bien tout ça. Il joue un rôle dans la vie. Tu sais, quand je l'ai vu, j'ai pensé « oh, oh ». J'étais un peu intimidé, j'avais un peu peur. Tu sais, le voyou, c'est un gars, quand je l'ai rencontré, il était, tu sais, à quelques années de se faire tirer dessus et tout ça, et je l'ai rencontré. Et c'était la personne la plus gentille du monde. Il était presque un peu adorable. Il détesterait que je dise ce mot, mais il était adorable. Non, il était très terre-à-terre, il était très calme, etc. Il joue un rôle quand il sort, et il joue ce personnage, il le sait, il sait que c'est comme ça, il ne le prend pas au sérieux, tu sais. Il avait ce gros conflit avec Kanye West à l'époque où je faisais le livre avec lui, et puis j'ai rencontré les deux à Vegas quand ils étaient là pour les récompenses, et ils étaient comme les meilleurs amis, ils plaisantaient. C'était juste un jeu, non? Alors, ce que je dis aux gens, c'est que nous sommes tous des acteurs. Les humains sont acteurs. Nous apprenons très tôt à jouer à ce genre de jeu. C'est parfois amusant de faire ça, quoi, tu sais. Profite de cette partie de la vie, mais ne la confonds pas avec qui tu es dans ton essence. C'est un peu la danse que tu joues entre ces deux choses. Je comprends ce que tu dis, et beaucoup de choses sont liées, comme tu l'as mentionné, à la maîtrise, où les gens finissent dans une carrière qui ne leur convient pas. Et je pense comprendre ce que tu veux dire quand je regarde les présentateurs ou les gens aux informations et qu'ils doivent sourire et être si joyeux. Je me dis, mec, quel ennui. Je déteste ça. Tu sais que c'est tellement faux. Tu ne te sens pas un peu sale après être si joyeux et bavard et tout ce bordel. Tu sais, ouais, je comprends ça. Mais si c'est la profession que tu as choisie et que tu l'aimes, alors peut-être que tu ne te sens pas comme ça. Je ne pourrais pas le faire personnellement. Mais tu sais, je pense que c'est correct de te considérer comme un acteur. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça. La deuxième,
Une loi très curieuse dans ton livre que j'ai découverte était la loi numéro 2. Je parle des 48 lois du pouvoir qui disent de ne jamais trop faire confiance aux amis. Utilise les ennemis. Fais-tu confiance à tes amis? D'accord, eh bien tout dans le livre est contexte. Donc quand tu sors les choses de leur contexte, c'est un peu plus difficile à comprendre. Et ce que j'essaye de dire par là, je parle du monde du travail quand tu es dans le domaine social. Et l'une des pires choses que les gens font, c'est d'avoir un travail. Et j'en ai moi-même été coupable, même après avoir écrit ce foutu livre. Tu es au travail et tu dois embaucher. Tu dois trouver un collègue. Tu dois trouver un partenaire ou un employé. Ton esprit gravite naturellement vers un ami, non? Parce qu'ils te connaissent, tu leur fais confiance, tu as une relation, tu sais, et tu te sens à l'aise avec eux. Et c'est une terrible erreur. Beaucoup des pires choses qui se sont produites dans l'histoire sont à cause de ce problème précis. Parce que les amis, il y a toutes ces émotions impliquées entre les gens, n'est-ce pas? Et ces émotions embrouillent les choses. Donc, ce dont je parle dans cette loi, c'est que quand tu as besoin d'obtenir des résultats, tu dois penser, quand tu as un travail ou quelque chose, tu dois penser en termes pratiques, pas en termes d'émotions, pas en termes d'amitié, etc., etc. Donc tu veux garder ton monde professionnel séparé. Ce n'est pas tout dans la vie d'avoir des amis, des choses agréables et que tout le monde t'apprécie. Parfois, ce qui compte, c'est d'obtenir des résultats. Et parfois, la meilleure personne avec qui travailler n'est pas ton ami, parce qu'elle n'a pas tout ce dont nous parlons. En fait, un geste très puissant est, s'il y a un ennemi là-bas, quelqu'un avec qui tu ne t'es jamais entendu. Si tu t'approches d'eux et dis « enterrons la hache de guerre », je veux que tu bosses avec moi, je sais que tu es malin. Le retournement des émotions est une chose très puissante où ils se disent « waouh, ouais, bien sûr, c'est génial, je ne m'y attendais pas ». Et ils sont très motivés à prouver maintenant qu'ils méritent votre changement d'avis. Donc il ne s'agit pas de ne pas faire confiance à tes amis. Dans le domaine de l'amitié et des relations personnelles, il s'agit de prendre conscience que le monde du travail est différent du domaine des relations personnelles. Le point que j'ai trouvé vraiment curieux était le point 3 sur le fait de dissimuler ses intentions, et je trouve cela curieux parce que je n'ai jamais vraiment su où me situer là-dessus quand les gens me demandent des conseils sur le sujet, à quel point il faut montrer ses cartes, que ce soit en affaires ou dans la vie ou peu importe. Il y a un groupe de personnes qui pensent qu'il faut toujours garder tout ce que tu fais et tes intentions totalement secrètes, parce que sinon les gens pourraient te copier ou t'attaquer ou quoi que ce soit. Et puis, une autre école de pensée dit que quand tu construis, fais quelque chose ou as une mission, tu dois la partager avec le plus de gens possible, car cela incitera les gens à te rejoindre et à te soutenir. Donc, quand j'ai lu le point numéro 3 sur le fait de dissimuler ses intentions, je voulais te demander ce que tu en penses, de quel côté tu te situes. Eh bien, tout dépend des circonstances. Donc les lois ne sont jamais censées s'appliquer à chaque situation, n'est-ce pas? Donc quand c'est avec ta propre équipe et que tu essayes de les inspirer et que tu essayes de leur donner une vision, tu essayes de les rallier à ta cause, ouais, tu partages ta vision avec eux. Tu partages, c'est là que le groupe va. C'est là où je veux que les choses soient dans 3 ans. Rassemblons-nous tous. Nous essayons de faire quelque chose de très positif pour le monde. D'accord, voici mon plan, d'accord? Mais il y a des circonstances où tout révéler sur ce que tu prévois de faire est en fait très contre-productif, n'est-ce pas? Le monde des affaires, au XXIe siècle, c'est extrêmement compétitif. Cela empire de jour en jour. Alors que de plus en plus de personnes entrent maintenant dans l'arène du pouvoir, et je pense que c'est une excellente chose, où auparavant seuls les hommes blancs plus âgés avaient le pouvoir, maintenant les portes se sont ouvertes à tout le monde. Le niveau de compétition est d'autant plus intense, surtout maintenant avec Internet. Tu as des rivaux là-dehors, tu as des concurrents, même maintenant tu en as beaucoup. Peut-être que tu n'y penses pas, mais eux, si. Ils vont voler tes idées. Ils cherchent à vous prendre votre entreprise, etc., etc. Sois conscient de ça. Et dire toujours ce que tu comptes faire n'est pas toujours la chose la plus sage à faire. Parfois, si tu es dans une situation délicate, détourner l'attention des gens, leur donner une fausse piste et dire « je prévois de faire ceci » alors qu'en fait tu prévois de faire cela. C'est une technique très puissante. C'est de la tromperie,
Mais en amour, en guerre et en affaires, tous les coups sont permis, j'en ai bien peur. Alors, tu sais, il y a des moments où tu ne veux pas dévoiler toutes tes cartes, n'est-ce pas? Tu veux soit créer un peu de mystère pour que les gens ne sachent pas ce que tu vas faire ensuite et qu'ils se demandent ce que tu vas faire après. Et comme ils se demandent ce que tu vas faire ensuite, ils sont un peu sur la défensive. Quel est le prochain projet de Steven? Je ne sais pas vraiment. Waouh! Tu sais, ça donne une approche très puissante. Il y a d'autres moments et d'autres expériences dans la vie où tu veux révéler ce que tu prévois de faire parce qu'il y a une raison derrière. Je dis juste, sois au courant. Ne te contente pas d'agir dans ce monde. Sois conscient, adopte une stratégie. Parfois, dissimuler est ce qu'il faut faire. Parfois, ne pas dissimuler est ce qu'il faut faire. C'est drôle quand on a cette conversation sur le pouvoir et l'obscurité et les ombres que les gens ont en eux. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent, et probablement il semble que c'est parce que je pose les questions, c'est comme si je remettais en question la société dont je ne fais pas partie. Ils penseront qu'ils ne jouent pas à ces jeux, n'est-ce pas? Ils pourraient, vous savez, alors c'est la question que j'ai, c'est comme, avez-vous déjà rencontré quelqu'un? Croyez-vous qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne joue pas à des jeux de pouvoir, de manipulation, qui n'a pas d'ombre, d'obscurité en lui? Non, je ne crois pas, mais dans mon livre sur la guerre, j'ai lu la biographie de Mahatma Gandhi, l'une des figures les plus saintes de l'histoire, n'est-ce pas? J'ai compris. Mahatma Gandhi était en fait un brillant stratège. Maintenant, je ne dis pas que son utilisation de la non-violence et de la désobéissance civile ne venait pas du cœur. Il ne le pensait pas. Lui, oui, il était sincère, mais il était très stratégique à ce sujet. Et il a planifié une campagne, plusieurs campagnes comme la Marche du sel dans les années 20, où il savait, par exemple, que le public anglais était très libéral. Ils avaient cet idéal d'eux-mêmes comme étant très... Ils n'étaient pas colonialistes, ils n'étaient pas impérialistes. Ils faisaient de leur mieux. Et il organisait délibérément ces marches où il savait qu'ils liraient dans leur journal et verraient des photographies de personnes indiennes se faire battre par des Anglais et leurs officiers indiens dans les rues de n'importe où. Cela aurait un impact terrible sur le public, pensait-il en termes de stratégie. D'accord, donc il y a Gandhi, puis il y a Martin Luther King, dont j'ai beaucoup écrit dans Les lois de la nature humaine, un autre grand icône que j'admire, qui a en fait été inspiré par Gandhi et a mené des campagnes de désobéissance civile. Et il y avait une campagne, je crois que c'était à Montgomery ou à Selma, je ne me souviens plus laquelle, où il en avait marre. Il n'avançait pas beaucoup dans le mouvement des droits civiques. Ils atteignaient une impasse et il devenait très frustré. Et quelqu'un, un conseiller, est venu le voir et a dit « Écoute, on va organiser cette grande marche et je peux faire venir beaucoup d'élèves d'écoles primaires et de collèges pour participer à cette marche parce qu'ils croient en toi et ils sont très fervents et je pense que ce serait génial. » Ces conseillers disent « Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas avoir mis des enfants de 13 ans en danger. » Et Martin Luther King y a réfléchi très doucement et a dit « Non, nous allons de l'avant et le faisons parce que, bon sang, je veux que le public américain, assis là, tout gras et regardant leur télévision, voit ces brutaux. Tu sais, Bull Connor, le chef de la police. Alors je veux voir ces enfants se faire arroser et battre et ça va avoir un impact incroyable. Il était stratégique. » Et ses conseillers étaient choqués par cela. Mais cela s'est avéré être l'un des moments les plus cruciaux et importants du mouvement des droits civiques. Donc, voici Gandhi et Martin Luther King. Et Martin Luther King était un individu imparfait, comme nous le savons, n'est-ce pas? Il avait une vie privée qui n'était pas exactement la même que sa vie publique. Je ne le juge pas car c'était un homme brillant et je l'admire. Je l'aime profondément. Lire sa biographie m'a fait l'admirer encore plus, en voyant qu'il avait un côté humain avec des défauts. Mais ce sont des icônes que nous avons mises en place, et elles révèlent ce dont je parle dans la nature humaine. Tu ne peux pas y échapper. Ouais, peut-être qu'il y a eu un saint né à un siècle dont je n'ai jamais entendu parler, qui s'est peut-être éloigné de tout ce dont j'ai parlé. Mais nous avons tous cette idée comme dans les lois de la nature humaine. J'écris sur l'irrationalité, l'envie, l'agressivité ou le narcissisme. Le narcissisme, c'est bien. Oh, c'est un narcissique. Je ne suis pas narcissique, pas égocentrique, mais eux, si. Ouais.
Je n'ai aucun de ces traits. Merde. Chaque être humain a des traits d'égocentrisme. On ne peut pas s'en empêcher. Nous pensons d'abord à nous. Oui, il y a des gens qui sont bien plus profondément narcissiques dans la vie, sans aucun doute. Il y a des narcissiques toxiques. Mais nous en avons tous un peu. Je veux que tu sois un peu plus humble dans ce monde et que tu ne sois pas si arrogant et que tu ne penses pas que tu es en quelque sorte exempt d'avoir un côté sombre, que d'une manière ou d'une autre, tu es né avec une auréole au-dessus de ta tête, que tu es né différent, que tu n'as pas de nature humaine, que tu es une personne sainte, que tu es bien meilleur. Débarrasse-toi de ta morale, c'est offensant. Nous sommes tous faits du même bois. Nous avons tous les mêmes défauts. Bon sang, Robert, quand tu te regardes et que j'ai écrit les lois de la nature humaine, tu as un côté sombre, narcissique. Tu sais, j'ai dû accepter mon irrationalité, ma grandiosité, mes instincts agressifs. Mais c'est la seule façon de te changer, c'est d'être conscient que tu as ces problèmes. J'ai des tendances narcissiques, maintenant je le vois. D'accord, maintenant quand ils apparaissent, je peux mieux les contrôler. Je peux dire « Mince, Robert, tu es trop égocentrique. Pense plus à l'autre personne. » Mais si tu penses « Je n'ai aucun de ces problèmes. Je ne suis pas narcissique. » Tu n'auras jamais la conscience d'arrêter le fait que tu en es vraiment un. Être narcissique, est-ce objectivement une bonne ou une mauvaise chose? Parce que quand tu étais, évidemment, je sais que les gens à la maison se disent « c'est une mauvaise chose », car un narcissique cause beaucoup de tort, et c'est très vrai. Mais dans le contexte de l'animal humain, et pourquoi l'animal humain développe certaines caractéristiques et qualités pour, tu sais, peut-être améliorer sa survie ou sa capacité à rester dans le pacte social. Est-ce simplement une conséquence d'être humain, d'avoir ces traits d'ombre et d'être coercitif et manipulateur? Est-ce bien ou est-ce mal? Ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Parce que c'est comme ça, non? Donc avec le narcissisme, par exemple, il y a une raison pour laquelle nous sommes narcissiques. Donc j'explique dans le livre, ce n'est pas ma propre théorie, elle vient de grands psychologues comme Kohut, les origines du narcissisme, n'est-ce pas? Donc, quand tu dois partir, quand tes parents doivent un peu pas t'abandonner, mais ne pas te donner autant d'attention qu'avant, et que tu as 3 ans ou 4 ans, tu ne t'en souviens pas, mais c'était très douloureux. Comme